Quand les robots invisibles, il y a des robots invisibles, influencent nos choix et nos opinions. À chaque fois que nous cliquons sur une étoile pour évaluer un restaurant, que nous laissons un commentaire sur un site marchand, ou que nous likons une vidéo, nous déposons une trace numérique. Individuellement, cela peut sembler insignifiant, un simple petit signe de préférence, une micro-opinion parmi tant d'autres. Mais collectivement, ces traces forment un vaste paysage social, un nuage de signaux invisibles et persistants qui influencent profondément nos comportements. Et là, on retombe sur le concept de noosphère. On en avait déjà parlé il y a très longtemps. Voilà. Teilhard de Chardin développe sa vision d'une humanité en voie de planétisation. Une humanité dont l'imaginaire, les pensées, les idées, les découvertes, en d'autres termes, le psychisme ou la conscience, tisse progressivement une noosphère de plus en plus serrée et dense, génératrice de toujours plus de conscience et d'une conscience de plus en plus solidaire, de plus en plus planétaire. Par noosphère, on désigne le milieu ou la dimension de pensée ou de conscience qui, depuis le début de la vie sur Terre, a progressivement évolué pour finir par envelopper et imprégner toute la biosphère. Alors, englobant l'ensemble de l'activité intellectuelle de la Terre, il s'agit d'une sorte de conscience collective de l'humanité qui regroupe toutes les activités cérébrales et mécaniques de mémorisation et de traitement de l'information. Et moi j'aime bien cette image parce que quand vous avez une espèce de vague de fond, un mème, une information dont l'actualité s'empare et qui traverse comme ça le monde entier et qui va focaliser l'ensemble des gens pendant des jours et des jours. Ça peut être, je sais pas, une bande-annonce de GTA ou un truc politique, une guerre, un événement dramatique. C'est comme des vagues. C'est comme d'immenses vagues sur cette noosphère, quoi. Ça se transmet parce qu'il y a connexion. Voilà, comme les vagues se transmettent dans un milieu matériel. Ces indices diffus, donc les traces que nous laissons, agrégées par des plateformes et amplifiées par des algorithmes, fonctionnent comme une mémoire partagée. Ils nous disent ce qui est populaire, digne de confiance ou au contraire suspect. Mais je l'ai vu cette année, je le vois de plus en plus, hein. Il y a des... Quand je dis qu'il y a eu une vague de détestation absolument incroyable sur les jeux Ubisoft, qui est assez unique, hein. On avait regardé une fois, il y avait une carte. Ils avaient fait un sondage par pays en demandant quel est votre éditeur de jeux vidéo le plus détesté, et c'était Ubisoft qui ressortait partout, quoi. T'as vu la vidéo du gars qui a annoncé un coup d'état à l'Elysée? Elle a super bien marché. Voilà, exactement. Il y a eu une vidéo fabriquée au Burkina Faso qui a annoncé une fausse vidéo. C'est quelqu'un qui enseigne comment faire des fakes avec des deepfakes avec de l'IA. Et en plus, elle n'était pas très bien faite, il paraît. Enfin, il y a plusieurs versions. Qui a annoncé qu'il y avait un coup d'état en France, et ça a tellement bien marché qu'il y a des dirigeants africains qui ont contacté Macron en demandant mais qu'est-ce qui se passe chez vous, on s'inquiète et tout. 12 millions de vues ou quelque chose comme ça, et par contre, ça, ma première recherche, ça a été ça. Est un des pays du Sahel où on observe le plus de campagnes de désinformation attribuées à la Russie, notamment par le biais de African Initiative. C'est une officine de propagande qui accompagne l'arrivée de Africa Corp sur ces terrains d'opération. Et voilà. Les indices diffus que nous laissons derrière nous sur les réseaux sociaux, agrégés et amplifiés par les algorithmes, fonctionnent comme une mémoire partagée. Ils nous disent ce qui est populaire, digne de confiance ou au contraire suspect. Le phénomène est si puissant que les biologistes et physiciens l'ont rapproché d'un mécanisme bien connu dans le monde animal, la stigmergie. Bien connu, je ne savais pas. Pourtant, je suis un animal aussi. Ce concept introduit à la fin des années 50 par l'entomologiste Pierre-Paul Grasset pour expliquer la construction collective du nid chez les termites, décrit la coordination indirecte entre les individus grâce aux traces que ceux-ci laissent dans l'environnement. Ah oui, d'accord, c'est les phéromones et tout ça. C'est la stigmergie. Donc, une brève histoire de la stigmergie. C'est une classe de mécanique qui vient faire la médiation des interactions animal-animal. Introduction en 1959 par Pierre-Paul Grasset a permis d'expliquer ce qui avait jusqu'alors été considéré comme des observations paradoxales. Dans une société d'insectes, les individus travaillent comme s'ils étaient seuls, tandis que leurs activités collectives semblent coordonnées. Voilà. Dans cet article, nous décrivons l'histoire de la stigmergie dans le contexte des insectes sociaux et discutons des propriétés générales de deux mécanismes stigmergiques distincts, la stigmergie quantitative et la stigmergie qualitative. Oula. Chez les insectes sociaux, une boulette de terre imprégnée de phéromones de construction est déposée à un endroit, attire d'autres ouvrières qui viendront ajouter la leur, entraînant la formation d'un pilier puis d'un dôme. Tandis que ce qui marche chez les humains, c'est la boulette de rage. Laisser une indignation justifiée ou injustifiée.
Sans qu'il y ait besoin d'un chef d'orchestre, des milliers d'actions individuelles peuvent se combiner pour produire un comportement collectif cohérent. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça peut être inconscient. Tu peux avoir des fake news relayées. Les gens ne relaient pas ça, même pas forcément dans un objectif politique, mais juste en se disant « Ouh, ça c'est une belle boule de haine ou de rage, ça va fonctionner, les gens vont cliquer, les gens vont regarder, les gens vont réagir à mon post et mettre des commentaires. » Ce mécanisme fascinant comporte un revers, car si la stigmergie favorise la coopération et l'intelligence collective, elle ouvre aussi la porte à la manipulation et à la tromperie. Que se passe-t-il lorsque certains individus ou des programmes automatiques déposent des traces biaisées ou mensongères ? Les travaux que nous avons réalisés au Centre de recherche sur la cognition animale, en collaboration avec le laboratoire de physique théorique et l'école d'économie à Toulouse, nous plongent au cœur de cette question à la croisée de l'éthologie, de l'économie comportementale et de la science des systèmes complexes. Je trouve que c'est vachement intéressant. Ce qui est assez amusant, c'est de se dire que quand même, grâce aux réseaux sociaux, grâce ou à cause des comportements de bas niveau qu'on retrouve chez les insectes sociaux, on les retrouve maintenant chez les humains. Je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. J'aurais tendance à penser que nos études expérimentales ont révélé comment, dans des environnements numériques contrôlés, les humains exploitent, détournent ou subissent l'influence de ces traces. Elles montrent de manière saisissante que même de simples robots logiciels dépourvus de toute sophistication peuvent réorienter en profondeur la dynamique de coopération d'un groupe humain. Voilà, l'expérience, vous allez voir, elle est assez dingue. Ils ont pris un groupe de gens qui coopéraient, enfin, c'est une coopération qui n'est pas décidée d'en haut par les règles du jeu, enfin qui se fait naturellement, et ils ont mis des éléments perturbateurs sous forme de robots qui faisaient des trucs. La première série d'expériences publiée en 2023, c'est au travers d'un mini-jeu. Donc voilà une expérience dans laquelle des groupes de 5 participants étaient invités à explorer une même grille de 225 cases numériques. Vous avez une grille qui au début est entièrement grise. Chaque case de la grille va contenir une valeur, entre 0 et 99. Et le but, c'est de découvrir les cases avec la meilleure valeur. L'objectif est de trouver les cases aux plus fortes valeurs, donc les cases 99. Et puis tu sais pas combien il y en a en plus, ça te dit pas, t'as aucune règle, c'est des valeurs aléatoires, tu peux avoir théoriquement jusque 255 cases remplies avec des valeurs 99, ça doit être rare. Chaque fois qu'un joueur découvre une case, il lui attribue une note sur 5 étoiles, qui est visible par les autres, celle-là. Exactement comme on le fait pour un produit en ligne. Tu cliques sur une case, ça affiche la valeur. Probablement tu peux pas cliquer sur toutes les cases pendant le temps de l'expérience. Donc l'expérience s'achève au bout de 20 itérations et la somme des valeurs des cases visitées par chaque sujet détermine le score de celui-ci. Donc, et il y a 2 versions de l'expérience. Dans la version non compétitive, le score des joueurs est cumulé sur toute l'équipe. C'est-à-dire qu'ils gagnent la même somme d'argent qu'ils aient... Ils gardent une somme d'argent qui est identique pour tous. Chaque participant gagne 10 €. Dans la version compétitive, tu gagnes selon les cases que tu as révélées. Selon le total de cases que tu as révélées. Ouais. Les résultats ont montré que quand il y a... l'expérience est faite dans un but de coopération, il n'y a pas un classement individuel. Les individus avaient tendance à noter les cases de manière proportionnelle à leur valeur, offrant aux autres une information fidèle et donc utile. On a une coopération naturelle qui se produit entre les humains qui participent, puisqu'il n'y a aucune récompense individuelle, quoi. La coopération émerge spontanément. En exploitant les traces laissées par les uns et les autres, le groupe parvient à identifier collectivement les meilleures cases. Bien au-delà de ce qu'un individu isolé aurait pu espérer. C'est-à-dire que vous commencez à jouer, tu cliques sur quelques cases, tu donnes des notes, et puis après tu vois que les autres ont recommandé certaines cases, tu te mets à cliquer dessus, tu cliques sur une case bien rouge et tu vois que, on t'a pas menti, c'est bien une case avec un nombre élevé, et tu continues. Beaucoup de participants se mettaient, dans la version, mais dès que la compétition entrait en jeu, tout changeait. C'est pour ça que la compétition, c'est vraiment un truc à double tranchant. Hein. On dit ça sort le meilleur de nous-mêmes, mais le pire aussi. Hein. Beaucoup de participants se mettaient à tricher subtilement. Ils visitaient des cases de forte valeur, mais leur attribuaient une mauvaise note, afin de ne pas attirer l'attention des autres. D'autres adoptaient des stratégies neutres, attribuant des notes aléatoires ou uniformes pour brouiller les pistes. Ainsi, la mémoire collective devenait peu fiable et la coopération s'effritait.
Ce basculement montre que la coopération humaine fondée sur les traces est hautement contextuelle. Et ça me fait penser au jeu Ark Raiders, où il y a pas mal de gens qui aimeraient avoir un mode PvE, parce que voilà, c'est un jeu qui permet d'avoir à la fois de la coopération contre les ennemis robots, et puis à la fois joueur contre joueur, et il y a pas mal de gens qui disent ouais, le jeu est en train de tourner au joueur contre joueur complètement, et en fait, les gens disent oui, c'est la nature humaine et tout. Non, je pense que ça dépend vraiment des règles. Ça dépend des règles. La preuve. Deuxième étude, réalisée en 2022, et aujourd'hui en cours de publication, pousse l'expérience encore plus loin. Et là, voilà, c'est là qu'ils ont mis des bots. Ils ont pris, on a ce domaine humain, cette expérience entièrement réalisée par des humains qui montrent des fois de la coopération, des fois de la compétition, voire négative, avec une certaine proportion d'humains qui jouent pas le jeu. Enfin non, qui jouent leur jeu perso, quoi. C'est le jeu aussi, hein. Même si les joueurs l'ignoraient. On leur a demandé de refaire l'expérimentation, mais ils n'étaient pas au courant, ils jouaient, et il y avait une proportion non négligeable de bots parmi eux. Ces partenaires étaient des bots qui adoptaient des comportements prédéfinis. Certains collaboraient en notant fidèlement les cases, d'autres trichaient systématiquement, d'autres restaient neutres, et enfin un dernier type cherchait à optimiser la performance collective. L'idée était de tester si la présence de ces agents artificiels, pourtant rudimentaires, pouvait influencer la stratégie des humains dans une situation compétitive. Je trouve que là, on a une espèce de modèle réduit de ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec tous ces bots qui essaient d'orienter le jeu, quoi. Alors, les résultats furent spectaculaires. Dans les groupes où les bots se montraient coopératifs, les humains réussissaient mieux, ils découvraient davantage de cases de grande valeur et obtenaient de meilleurs scores. Donc on a des bots qui ont réussi à aider à augmenter la performance du groupe humain. Les groupes intégrant certains bots conçus pour optimiser la performance s'en sortaient beaucoup mieux que les groupes purement humains. Ah, merci pour le follow, bienvenue. Les groupes humains bots s'en sortaient beaucoup mieux que les groupes purement humains. Donc ça, le bot est capable de faire le pire comme le mieux. Dans ces situations, la présence de bots incite les participants à adopter un profil de collaboration alors même qu'ils étaient en compétition, qui n'essaie pas de donner des informations erronées exprès pour tirer la couverture à soi et gagner le plus au détriment des autres. Et donc et ben rien que ça fait que les joueurs derrière, ils vont tomber sur une case rouge indiquée par un bot, et ils vont voir que derrière, c'est bel et bien une case qui contient une bonne valeur. Ils sont contents, ils continuent. Ce qui montre quand même qu'en jouant fair play, en n'ayant pas de comportement toxique, on encourage ces expériences, bien qu'effectuées en laboratoire avec des grilles de nombres, résonnent fortement avec notre quotidien numérique saturé de traces et de signaux automatiques. Voilà, à la lumière de ces conclusions, on peut déjà s'interroger. À quel point nos choix collectifs sont déjà façonnés par des agents invisibles ? Ces expériences montrent que la stigmergie, ce mécanisme de coordination indirecte, on laisse des traces, numériques au lieu d'être des phéromones, fonctionne aussi chez nous les humains. La coopération née de traces est toujours menacée par la tentation de la tromperie, amplifiée par la compétition ou la présence d'agents biaisés. Dans un monde où les plateformes en ligne reposent massivement sur les systèmes d'évaluation, de notation et de recommandation, ces résultats invitent à une réflexion urgente. Voilà. Ces travaux rappellent que nous vivons désormais dans des écosystèmes hybrides où les humains et agents artificiels cohabitent et interagissent sans cesse à travers des traces numériques. Si vous connaissez des proches, à chaque fois que je lis le mot cohabite, comprendre comment ces interactions fonctionnent, façonnent notre intelligence collective est un défi majeur pour la recherche interdisciplinaire. Mais c'est aussi un enjeu citoyen.